C'est l'heure des informations sur la radio-télévision Delta Santé. Tout de suite, les titres de ce journal. Les résultats du baccalauréat deuxième partie sont connus depuis ce matin. Le taux de réussite, moins de 50%. Et puis la Grèce évite sa sortie de la zone euro. Un accord a été trouvé, mais contre des exigences très durcies. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Je l'annonçais dans les titres, on connaît depuis ce matin les résultats du baccalauréat deuxième partie, Bac 2. Près de 66 000 candidats ont composé, mais le verdict final donne un taux de réussite de moins de 50%. Les émotions étaient plutôt fortes lors de la proclamation ce matin. Arif Aruna, Dieudonné Seonou et Mathias Essessi. C'est des pleurs d'une même circonstance, mais d'expressions différentes en matière de réalité. Tous ici emballés d'émotions de la proclamation des résultats du baccalauréat deuxième partie. Après le verdict, les larmes coulent. Des larmes qui sont pour mademoiselle une expression de joie débordante de la réussite. Je suis très contente, je remercie mon Dieu, je suis très contente parce que j'ai réussi. Ici, des grandes accolades, parfois même des courses sans issue. Tous les moyens sont bons pour exprimer sa joie. Soit choisir salir sa tenue scolaire ou la déchirer karma comme pour dire c'est fini avec le kaki. Ouais, c'est fini pour le kaki. C'est fini pour le kaki. On dit adieu au kaki comme ça. Voilà. Oh non, c'est fini. Vous voulez voir? C'est fini. C'est fini. C'est fini le kaki. C'est fini quoi? Fini. De l'autre côté, c'est des larmes de désolation qui sont versées. L'échec. Les 9 mois sont partis en fumée. Faut-il le croire? Pas encore peut-être. Les résultats sont affichés. On s'agglutine autour. Peut-être un miracle. Cette année, ils sont 65 520 à composer. Mais seuls 32 174 ont pu décrocher leur billet pour les études supérieures, soit un taux de réussite de 49,106%. Bac 2015, s'il vous plaît, enseignement général. Série A, 55,32%. Série C4, 69,01%. Série D, 36,33%. Ce sont les résultats de cette année. Hors du Togo à présent, mais en bref, Boko Haram frappe à nouveau au Nigeria. La secte islamiste a encore perpétré un attentat meurtrier ce lundi à Maïdougouri. Un kamikaze s'est fait exploser près d'un poste de contrôle militaire faisant des victimes. Le président Muhammadu Buhari se dit déterminé à éradiquer la menace djihadiste. Et justement, à propos, le chef de l'État nigérian a limogé le chef d'état-major et les chefs des armées de terre, de l'air et de la marine. Retenez tout de même que l'armée nigériane a toujours contesté sur la gestion de la menace des attaques de Boko Haram. Direction la Guinée. À présent, le pays est secoué par une crise politico-sécuritaire. Depuis un certain moment, le sujet n'échappe pas aux Nations Unies. Le représentant de l'organisation en Afrique de l'Ouest a rendu public un rapport sur cette crise guinéenne. La situation politico-sécuritaire de la Guinée, toujours au cœur des préoccupations des Nations Unies, semble s'éclaircir. C'est ce qui ressort du rapport du représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, qui livre des éléments optimistes dans son rapport délivré à New York le samedi 11 juillet 2015.
Des éléments litigieux de longue date qui divisaient le gouvernement et l'opposition sont maintenant examinés, notamment le renforcement des capacités de la CENI, une liste électorale crédible et le suivi ainsi que l'évaluation des préparations aux élections présidentielles avec le soutien des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'OIF et des partenaires bi- et multilatéraux. Mohamed Ibn Chambas a néanmoins salué l'accord sur le calendrier électoral passé entre le chef de l'État et l'opposition. Ainsi, l'élection présidentielle se tiendra avant les élections locales. La CENI avait été invitée à fournir des explications techniques sur le calendrier électoral, sur l'organisation des présidentielles. Donc après ça, on a laissé le soin à la classe politique de débattre du contenu des déclarations de la CENI. Sur les échos que nous avons, ils sont en d'aller vers des solutions consensuelles et des propositions. Nous attendons les dernières réactions, mais nous continuons à travailler sur le calendrier des présidentielles parce que ce calendrier n'a pas été remis en cause. Un calendrier électoral qui aura su trouver le consensus. Durant le dialogue amorcé par la présidence le 19 juin 2015, Mohamed Ibn Chambas y avait siégé en tant qu'observateur. Il précise également dans son rapport que la Guinée risque de manquer de moyens financiers et d'observateurs experts pour mener à bien le processus électoral du pays. Nous restons toujours sur le continent africain. Les stigmates de la maladie à virus Ebola sont considérables dans les pays touchés, ou plutôt les plus touchés. La Sierra Leone, le Libéria et la Guinée devraient recevoir un coup de pouce des Nations Unies pour reconstruire ce qui devrait l'être. Au total, 3,4 milliards de dollars comme aide financière. 3,4 milliards de dollars seront déboursés pour lutter contre le virus Ebola au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Des promesses de dons ont été faites lors de la conférence de l'ONU organisée le 10 juillet 2015. Objectif, aider les pays qui ont été touchés par la fièvre hémorragique à se reconstruire et faire face à Ebola. Ce qui manquait un peu aux pays africains, c'était les moyens financiers pour pouvoir avoir les moyens pour pouvoir éradiquer Ebola. Aujourd'hui, le continent est touché et le monde entier s'est mobilisé pour pouvoir éradiquer Ebola. Et si vous arrivez aujourd'hui sur le continent africain, il y a des dispositions qui ont été prises dans tous les pays pour pouvoir protéger et puis lutter contre ce phénomène, ce fléau qui gangrène le continent pour l'instant. Mais je pense qu'avec les moyens qui ont été alloués par la communauté internationale, je pense qu'on va arriver aux fins escomptées. Pour ma part, je pense qu'il faut être optimiste dans ce sens. Ces dons vont être injectés dans la reconstruction des infrastructures sanitaires, mais aussi dans la relance de l'agriculture. Ils vont servir également à inciter les entreprises à réinvestir dans ces 3 pays qui ont été durement touchés par l'épidémie Ebola. Une occasion de repenser aussi aux stratégies de lutte contre ce virus au niveau continental. La fièvre hémorragique à virus Ebola est un révélateur de la fragilité de la plupart de nos systèmes de santé. Nous ne devons plus nous voiler la face. Ebola montre le fossé impressionnant qui sépare nos stratégies de l'efficacité qu'elles devraient avoir sur nos défis sanitaires. La Sierra Leone et la Guinée font toujours face à des cas du virus, tandis que le Libéria, qui l'avait éradiqué au mois de mai, a annoncé avoir découvert 2 autres cas la semaine dernière. Les principales promesses de dons de lutte contre ce virus viennent de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Banque islamique de développement, des États-Unis et de l'Allemagne. La suite de cette édition avec l'actualité à l'international. La Grèce fait toujours partie de la zone euro. Elle a évité une sortie évidente, donc on parlait d'une Grexit. La nuit a été longue, l'attente l'a été encore plus. 17 heures de négociations au finish, un accord a été trouvé. Le pays reçoit ainsi un 3e plan d'aide pour sa survie. Des visages ouverts et souriants, et pour cause, l'eurozone a enfin trouvé un accord avec la Grèce et lui permet in extremis de rester dans l'union monétaire. Au terme de 17 heures de négociations, nous y sommes finalement arrivés. Nous sommes parvenus à un accord. Les dirigeants européens ont donné leur feu vert pour entamer des négociations pour un nouveau plan. En d'autres termes, cela signifie un soutien financier pour la Grèce. Un soutien financier d'un montant total de 80 milliards d'euros pour donner à Athènes les moyens de sortir de la crise. Mais ce, au prix d'une forme encore plus douloureux que prévu.
Alexis Tsipras, qui a fait de la fin de l'austérité son cheval de bataille, va maintenant devoir convaincre la population et le Parlement grec. Les mesures comprises dans cet accord, qui ont été votées par le Parlement, vont inévitablement créer de la récession. Mais j'ai le sentiment, la conviction et l'espoir que le programme de croissance de 35 milliards d'euros auquel nous sommes parvenus, la restructuration de la dette, notre financement à moyen terme vont rassurer les marchés et que les investisseurs vont comprendre que le Grexit, c'est du passé. L'accord avec la Grèce est une satisfaction pour la France et l'Allemagne qui se sont beaucoup investis dans ces négociations. Berlin, qui demandait initialement une sortie temporaire d'Athènes de la zone euro, attend tout de même que les réformes grecques soient mises en œuvre avant de crier victoire. Je pense que la Grèce sera capable de revenir sur le chemin de la croissance, mais ce chemin sera long. Et d'après ce que j'ai vu des négociations d'hier soir, il sera difficile. Plusieurs parlements nationaux, parmi lesquels ceux de la France et de l'Allemagne, doivent maintenant se prononcer sur cet accord d'ici la fin de semaine. Un ouf de soulagement pour le maintien et la survie dans la zone euro. Mais dans les rues d'Athènes, ce n'est pas la fête, mais plutôt les quotidiennes files d'attente devant les distributeurs. En tout cas, les Grecs sont loin d'être satisfaits de cet accord. Surtout que ce plan d'aide demande un retour des réformes, des privatisations et des contrôles financiers. À Athènes, c'est un jour sans fin, le même jour depuis 2 semaines. Les banques n'ont pas rouvert grand leurs portes, malgré l'accord à Bruxelles d'un nouveau plan de sauvetage assorti de mesures d'austérité. Le contrôle des capitaux reste en place, sans savoir quand il sera levé. Pour les Grecs, c'est résignation et lassitude. Ça va être des mesures douloureuses et très difficiles pour la Grèce. On ne voit pas le bout du tunnel, mais il faut malheureusement faire avec. Pour résumer, c'est misère, humiliation et esclavage. C'est difficile. Reparlons-nous dans 5 ou 6 mois. Mais pour la Grèce, les échéances sont bien plus rapprochées. D'ici à mercredi, les députés vont devoir voter les premières mesures de rigueur à adopter. Condition sine qua non en vue d'un nouveau prêt de plus de 80 milliards d'euros. Parmi ces mesures, une hausse de la TVA accompagnée d'une assiette élargie, notamment à la restauration. La réforme des retraites, avec limitation notamment des pré-retraites. La mise en place d'une autorité fiscale indépendante. Et enfin, la création d'un fonds de gestion des privatisations basé à Athènes, censé générer 50 milliards d'euros. Et ce n'est que la première étape d'une semaine cruciale pour l'avenir de la Grèce et de la zone euro. Une fois que le travail aura été fait au Parlement grec, nous aurons à l'Eurogroupe une conférence téléphonique, sans doute mercredi, qui donnera le feu vert aux différents parlements nationaux pour lancer leurs propres consultations. Les députés français seront consultés mercredi, mais les yeux vont surtout être braqués vers les députés des pays faucons, réputés les plus durs envers Athènes. C'est le cas de la Finlande, un pays qui demandait une sortie de la Grèce de la zone euro. C'est le cas surtout de l'Allemagne. Le vote du Bundestag sera déterminant. Les parlementaires allemands ont promis d'interrompre leurs vacances pour une session extraordinaire vendredi. Ce n'est qu'après que les fonds pourront être débloqués. En Grèce, ce sera sans doute l'été le plus long. Une autre négociation, celle du nucléaire iranien. Les différentes parties prenantes sont toujours en discussion. La négociation est déjà reportée à 3 reprises. Compte fait, la conclusion finale sur ce sujet n'est pas pour les prochaines heures. Les négociations de Vienne sur le nucléaire iranien ne s'achèveront pas ce soir, selon Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères. Une déclaration qui douche les espoirs d'une conclusion imminente, que laissaient présager les déclarations des 2 camps tout au long de la journée. Les négociations ont déjà été prolongées à 3 reprises, en 15 jours. Les discussions sont dans leur dernière ligne droite. Il y a eu beaucoup de progrès positifs ces 3 derniers jours. Mais bien sûr, il y a toujours des questions qui doivent être réglées. Et on ne peut pas conclure un accord définitif tant que ce n'est pas fait. Je ne peux pas vous promettre un accord ce soir ou demain. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, avait annoncé qu'une déclaration serait faite lundi au sujet du programme nucléaire iranien. Le président Hassan Rouhani devait lui s'exprimer ce soir à la télévision iranienne. Téhéran a ensuite évoqué une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères pour ce soir, une information démentie par les Occidentaux. Les négociateurs affirment pourtant qu'un accord
est à portée de main. Aux États-Unis, les candidatures pour la présidentielle de 2016 se succèdent. Une nouvelle tête dans la course à la Maison-Blanche, un républicain, Scott Walker. Aux États-Unis, le républicain Scott Walker dans la course à la présidentielle. Le gouverneur de Wisconsin a confirmé lundi sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016, devenant le 15e de sa famille politique à entrer dans la course. À 47 ans, Scott Walker se situe depuis des mois dans de nombreux sondages en deuxième place derrière Jeb Bush, une hégémonie menacée depuis peu par Donald Trump. Gouverneur du Wisconsin depuis 2010, il est devenu la coqueluche des conservateurs américains après avoir remporté un bras de fer retentissant contre les syndicats de fonctionnaires locaux au début de son mandat, dont il a réduit par la loi le pouvoir de négociation collective. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité dans le monde dans cet élément. Le Premier ministre roumain mis en examen pour corruption. Les faits reprochés à Victor Ponta remontent à l'époque où il était avocat, a indiqué le parquet anticorruption. Faux en écriture, complicité d'évasion fiscale et blanchiment. Les procureurs ont placé sous séquestre une partie des biens du social-démocrate. En France, des braqueurs ont attaqué ce matin un magasin de vêtements Primark situé dans un centre commercial de Villeneuve-la-Garenne au nord de Paris. Les employés du centre commercial se sont réfugiés dans la cantine. Ils ont été délivrés en fin de matinée par les policiers du RAID. Nulle trace en revanche des malfaiteurs qui se sont évaporés. Drame en Russie après l'effondrement d'une caserne dans la région d'Omsk. L'accident a fait au moins 23 morts, du personnel militaire qui se trouvait dans le bâtiment. Une vingtaine de personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres. Les secours poursuivent leurs recherches. Non à une troisième piste à l'air. Et puis, du sport pour refermer ce journal, nous évoquons du football. C'est la fin des différents championnats en Europe. Certains clubs enregistrent déjà des départs et des arrivées. Et c'est le cas du Real Madrid qui évoluera la saison prochaine sans son capitaine emblématique, Iker Casillas. Son Iker quitte ainsi la Maison-Blanche. Et pendant ce temps, Robin Van Persie, lui, pose ses valises à Fenerbahçe. Le Real Madrid a officialisé samedi soir le départ de son capitaine emblématique Iker Casillas, qui n'a pas caché ses larmes lors de sa dernière conférence de presse avec les Merengues. En 25 ans, dont 16 saisons professionnelles, Casillas a bien gagné le surnom de San Iker, ange gardien au réflexe spectaculaire, comptant à son palmarès 5 Ligas, 3 Ligues des Champions et une Coupe du Monde avec la Roja en 2010. Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero. Au-delà du souvenir d'un grand ou mauvais gardien, j'espère simplement qu'on se souviendra de moi comme d'une bonne personne malgré mes défauts. Por tanto, gracias. Merci, Gracias. mille merci, je ne vous oublierai jamais. Nunca os podré olvidar. Je vous suivrai partout et continuerai de crier « Allez Madrid » là où j'irai. Seguiré gritando a la Madrid. Muy bien. C'est fini. Robin Van Persie accueilli comme un demi-dieu en Turquie, bain de foule inattendu pour l'attaquant néerlandais qui a quitté Manchester United pour Fenerbahçe. Il est arrivé ce dimanche soir avec sa famille à Istanbul. Le montant de son transfert n'a toujours pas été dévoilé. La presse turque parle de 4,7 millions d'euros. Il signera officiellement son contrat ce lundi. Raheem Sterling devrait bien quitter Liverpool pour Manchester City. C'est en tout cas ce que croit savoir la presse anglaise qui parle d'un transfert de 68 millions d'euros. La troisième offre de City aurait donc été la bonne. Le milieu offensif des Reds, âgé de 20 ans, avait fait l'impasse sur la tournée de pré-saison en Asie et en Australie avec Liverpool. Beaucoup y voyaient le présage d'un transfert imminent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.